Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions financières internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et les cadres du secteur public, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les panélistes, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion du lancement des États généraux de l'investissement conçus et organisés de façon à aborder toutes les difficultés que rencontre un éventuel investisseur, quelle que soit sa taille, intéressé à tirer profit des potentialités de notre économie, de sa proximité avec le grand marché nord-américain, de notre adhésion à la CARICOM et des avantages offerts dans le cadre des accords bilatéraux. À côté de l'éducation, de l'environnement, de l'état de droit, l'emploi est l'un des axes prioritaires majeurs du gouvernement. Le président de la République a clairement énoncé en plusieurs occasions que plutôt de mettre un père ou une mère de famille dans une position passive d'assister, il est plus digne de lui mettre en situation d'obtenir un emploi susceptible de lui permettre de faire face à ses obligations familiales. C'est le credo du président et également celui de tout le gouvernement. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour attirer l'investissement privé, faciliter le développement des PME, condition nécessaire à la création d'emplois. Pour cela, nous devons élaborer une politique d'investissement, baliser et harmoniser nos procédures, lever les contraintes, mettre notre administration en position de pouvoir guider, accompagner l'investisseur avec efficacité. La mise en place de ces politiques vise à déboucher sur l'émergence d'un secteur privé national, productif et concurrentiel. Il a été à maintes fois affirmé que c'est d'abord sur le secteur privé et sur le dynamisme de ses agents que repose la responsabilité d'assurer un développement suffisant et soutenu. Le gouvernement s'attellera donc à créer et maintenir des conditions plus favorables à l'éclosion et au développement d'initiatives privées, locales ou étrangères, sans pour autant sacrifier ses objectifs de justice sociale et de gardien des intérêts collectifs. Il devra redéfinir son cadre d'intervention en mettant en place des programmes visant à réhabiliter et moderniser les structures et infrastructures existantes et favoriser le développement de secteurs clés de l'économie nationale. À cet effet, le ministère de l'Économie et des Finances s'est engagé dans un processus de réforme qui conduira progressivement à consolider les acquis dans le domaine de la stabilité macroéconomique, mais surtout à améliorer le climat des affaires et nos performances dans le domaine de la gouvernance économique. Toutes les missions, toutes les fonctions, toutes les structures du ministère sont ici concernées et mobilisées pour pouvoir aboutir à l'adoption de nouvelles pratiques au service des citoyens, des contribuables et des opérateurs économiques. Sur le plan fiscal et douanier, notre politique s'illustrera par la mise en place d'un système fiscal juste, efficace, rentable, transparent, en parfaite harmonie avec notre politique économique et qui doit permettre à tous les investisseurs de bien connaître leurs obligations et d'être assurés d'un régime qui ne connaîtra pas de changements brusques et déstabilisants. La politique douanière sera revisitée à travers un réaménagement du tarif et du code douanier. À cet effet, nous allons très prochainement lancer les invitations
pour la mise en place d'un comité mixte secteur public, secteur privé qui devra nous assister dans ce projet. L'autre grand volet de réforme touche la politique budgétaire qui, au-delà de la performance de l'État et des services publics, se traduira par une claire orientation des dépenses publiques et notamment des investissements publics vers la dynamisation de l'activité économique, la construction et la réhabilitation d'infrastructures nécessaires à son développement, mais aussi par un accès des PME au marché public plutôt que de recourir systématiquement à la solution de facilité que sont les importations. Enfin, notre politique de soutien aux investisseurs devra profiter de la réorganisation et de la dynamisation de la Commission interministérielle des investissements. La réussite de notre politique de promotion des investissements, tant étrangers que nationaux, en dépend. Nous allons nous atteler, comme c'est le cas actuellement pour le ministère du Tourisme, à ce que les ministères s'approprient de leur rôle dans le processus de concrétisation d'une décision d'investissement par un opérateur économique. Ils doivent pouvoir s'impliquer davantage. Cela va faciliter le travail de la Commission qui sera guidée dans sa décision finale d'un ensemble de normes et de règles claires et connues de tous. Toutes ces réformes sont lancées, mises en œuvre en vue de nous permettre de réviser en profondeur nos pratiques, désormais fondées sur l'approche client, et de mettre nos services publics au service de l'économie, de la croissance et de l'emploi. Cependant, les meilleures réformes ne valent rien ou ne seront d'aucune utilité si les politiques poursuivies ne sont pas assainies et modernisées ou s'ils ne sont pas supportés par des procédures claires et des administrations efficaces et efficientes. La modernisation des administrations fiscales et douanières fait l'objet de réformes en profondeur, déclinées en plans d'action, bénéficiant de l'appui de nos partenaires internationaux. Elle sera conçue de façon à contribuer à un allègement des coûts de transaction pour les opérateurs économiques en particulier. Elle bénéficie d'un début de gouvernance électronique de l'impôt avec la mise en place de l'e-déclaration, déclaration de l'impôt sur le revenu, qui va se développer rapidement pour permettre par exemple le paiement en ligne des impôts et taxes. Nous allons faire en sorte que chaque point du territoire soit correctement couvert par les services déconcentrés, renforcés en moyens humains et techniques, tout comme en moyens de communication pour intégrer le réseau central du ministère, permettant ainsi l'accompagnement et le soutien des investisseurs partout sur le territoire national. La réforme de la chaîne de dépenses publiques, depuis la préparation du budget, désormais inscrit dans une perspective triennale pour une meilleure allocation des ressources jusqu'à son exécution, accompagnée de contrôles renforcés et de l'évaluation des résultats obtenus, permettra une meilleure utilisation des ressources à même de soutenir la libre concurrence et l'égalité de traitement entre opérateurs économiques. Enfin, 2 réformes sont également engagées et vont connaître des développements rapides. Je veux parler ici de la réforme du secteur des assurances qui sera dotée prochainement d'un cadre légal et institutionnel en vue de leur assurer un meilleur encadrement et permettre la mise en place d'un système de surveillance et de régulation moderne et efficace. Je vais enfin évoquer la réforme du système des pensions avec pour objectif de rechercher à diversifier les sources de financement de l'économie et à mettre les ressources plus longues à la disposition des entreprises tout en gardant à l'esprit la sécurité des fonds. Je voudrais ici conclure sur cet engagement du ministère de l'Économie et des Finances à jouer pleinement son rôle de manière coordonnée et solidaire avec ses partenaires publics que sont les ministères du secteur économique et les commissions spécialisées du Parlement, et profiter de l'engagement pour lancer un appel solennel au secteur privé des affaires, aux parlementaires, pour qu'ensemble, nous contribuions au développement de nos entreprises de production et de services qui saura asseoir la croissance et fournir des emplois durables
pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci.